Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale. L'intense balai diplomatique en vue de faire taire les armes dans le conflit russo-ukrainien se poursuit. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Organisation des Nations Unies de rentrer directement dans la partie, représentée au plus haut niveau par son secrétaire général Antonio Guterres, qui est aujourd'hui en Turquie pour rencontrer notamment le président Recep Tayyip Erdogan. Ankara voulant endosser le rôle de médiateur. La tournée de Guterres ne s'arrêtera pas là. Il ira ensuite à Moscou mardi, puis Kiev pour parler de la situation en Ukraine. Et pour en parler, est avec nous via Skype Karine Béché-Golovko. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes docteur en droit public et professeur à l'Université d'État de Moscou. Nous avons également par Skype François Bernard Hughes. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir à Bonjour. vous. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Je citerai pour exemple L'art de la guerre idéologique, Fake News, La grande peur ou encore Désinformation, les armes du faux. Tout d'abord, actualité oblige, permettez-moi d'entamer cette émission par cette annonce de Moscou ce lundi d'un cessez-le-feu pour permettre aux civils de quitter l'usine Azovstal, sachant que l'ONU avait appelé hier à une trêve immédiate à Mariupol. Madame Karine Béché-Golovko, peut-on selon vous interpréter cela comme un signe pour une accalmie ? Tout d'abord, il faudrait savoir si réellement il y a des civils dans ce qu'il reste de cette usine, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, ça a été transformé depuis quand même assez longtemps comme une base militaire pour les groupes ukrainiens, des groupes à la fois comprenant des étrangers, mais également des groupes néo-nazis et certaines forces militaires, dirons-nous, plus traditionnelles. Donc déjà la question de la présence de civils dans cette usine soulève beaucoup de questions, puisqu'on leur rappellera quand même que cela ressemble beaucoup soit à de la prise d'otage, soit à l'utilisation du bouclier humain, ce qui constitue des crimes de guerre du côté de l'Ukraine. Ensuite, la Russie a déjà proposé plusieurs fois et a ouvert plusieurs fois des corridors humanitaires pour laisser sortir les combattants qui voulaient déposer les armes et également pour laisser sortir ces mystérieux civils. À chaque fois, de toute manière, l'Ukraine a saboté puisqu'elle avait donné l'ordre aux militaires présents sur place de ne pas se rendre, mais rien n'a été soulevé du côté ukrainien à propos des civils qui auraient été là. Le seul qui soit sorti lors du dernier corridor humanitaire ainsi ouvert, c'est un chat roux. C'est tout. D'accord. Karine Béché, on parle aussi d'officiers. Certaines informations font état d'officiers de différentes nationalités, d'officiers supérieurs. Effectivement, l'on parle de la présence en fait de membres appartenant à des pays de l'OTAN qui ne seraient pas sur place officiellement au nom de l'OTAN, mais dans le cadre, on va dire, de mercenaires. Selon les dernières déclarations de Pushilin, le dirigeant de DNR, il y aurait environ encore 400 étrangers à Mariupol. Et effectivement, cela expliquerait, enfin Mariupol, je veux dire dans l'usine d'Azovstal, et cela expliquerait peut-être aussi l'insistance des États étrangers et également les ordres donnés manifestement à Kiev de bloquer toute possibilité de sortie de ces hommes, parce que s'ils sortent, ils peuvent parler. Or, c'est pas pour rien que justement les Occidentaux avaient demandé que ces corridors humanitaires soient également encadrés par des représentants des pays de l'OTAN. Autrement dit, ils veulent exfiltrer leurs hommes. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Très bien. François Bernard Hughes, selon vous, comment interpréter ce cessez-le-feu décrété à la veille de la tournée du secrétaire général de l'ONU ? Écoutez, il me semble qu'il traduit un équilibre dans le rapport de force. L'objectif stratégique pour les Russes, si je regarde une carte, c'est évidemment en prenant Mariupol de contrôler la mer d'Azov
et de continuer leur poussée vers le sud, parallèlement leur poussée vers l'est. Donc pour eux, ils sont confrontés à du combat urbain dans Mariupol, et le combat urbain, c'est horrible, ça tue beaucoup de gens et ça tue des civils. Alors ils sont confrontés à quoi? Alors pour vous, on peut parler d'une présence de civils, contrairement à Karine Béché-Golovko? Alors, écoutez, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ce fameux complexe industriel d'Azovstal. Il est d'ailleurs, c'est quelque chose de très compliqué, qui est avec toutes sortes de souterrains, de couloirs, et qui est une véritable forteresse. Alors déjà, stratégiquement, c'est assez frappant que dans une guerre ultramoderne comme ça, on se retrouve confronté à une sorte de siège médiéval, une sorte de labyrinthe forteresse, où se regroupent des militaires, leurs aides et des civils. Alors, il serait probablement de l'intérêt stratégique des Russes de contourner cette forteresse, entre guillemets, de continuer leur poussée en évitant une dépense en vie humaine et, je dirais, une dépense en images d'horreur qui serait aussitôt reflétée sur les télévisions du monde entier. Donc, il me semble que les deux parties ont peut-être intérêt à trouver un compromis qui permette de faire sortir ceux qui sont dans cette forteresse, mais à quelles conditions, bien entendu. Et justement, François Bernard Ayoub, le secrétaire général de l'ONU, a décidé par cette tournée de prendre le taureau par les cornes et rencontrer par lui-même les différents belligérants de ce conflit. Pourquoi avoir attendu 2 mois d'offensive militaire? Il est rare de voir le secrétaire général des Nations Unies quitter New York pour s'exposer autant. Que peuvent apporter ces rencontres? Alors, effectivement, vous avez raison. Plus personne ne se souvient presque du nom du secrétaire général de l'ONU et presque de l'existence de cette organisation qui a eu une énorme importance. J'ai moi-même travaillé plusieurs années de ma vie dans une agence des Nations Unies. Donc il y a eu une sorte de passage à vide de l'ONU dans ce conflit, alors pour diverses raisons qui sont assez faciles à comprendre. Une d'entre elles est évidemment le blocage au Conseil de sécurité, et l'autre étant la division de l'Assemblée générale. Donc l'ONU est en train de perdre de son importance. Le secrétaire général fait une tentative. Ceci dit, c'est peut-être pas totalement absurde, en ce sens que nous savons bien que d'une façon ou d'une autre, tout ça va se terminer par des négociations, par un rapport de force, et qu'il faudra bien un intermédiaire. Donc il n'est pas illogique que le secrétaire général de l'ONU se présente pour ce rôle, même si le moindre pas de ce qu'il fait peut être extrêmement piégé, voire les critiques que lui a adressées Zelensky, par exemple, pour ne s'être pas précipité immédiatement à Kiev. Oui, Karine Béché-Golovko, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant cette tournée? Pourquoi elle intervient à ce moment précis? Pour plusieurs raisons. Pour continuer, et en répondant à votre question sur ce qu'a dit votre intervenant, la question de savoir, plutôt d'affirmer que de toute manière tout va se terminer par négociation, certes, mais la question étant de savoir à quel moment. Parce que il y a ici deux partis, on va dire. Il y a ce parti que l'on aime beaucoup en Occident, qui s'autoproclame le parti de la paix. Le problème étant qu'il ne précise pas quelle paix l'intéresse et à quel coût et pour qui. Et il y a le parti de ceux qui comprennent parfaitement qu'il y a un moment, lorsqu'il y a un combat qui se passe dans une phase active, et rappelons quand même que ce combat en Ukraine n'a pas commencé il y a 2 mois, qu'il a commencé de façon militaire il y a 8 ans, et que ce n'est pas la Russie qui l'a commencé à l'époque. Ce sera ma prochaine question d'ailleurs. Voilà, pour remettre quand même les choses dans leur développement. Donc, il y aura forcément des négociations, mais elles n'auront pas toujours les mêmes implications. C'est-à-dire que si la Russie continue ses gestes de bonne volonté en retirant les troupes et en laissant faire à la fois les massacres de Boutcha
lorsque l'on voit les civils ukrainiens avec des bandes blanches, c'est-à-dire des gens qui collaboraient avec la Russie, qui se retrouvent fusillés par terre, on comprend que ce ne sont pas l'armée russe qui les a fusillés. Donc, beaucoup de questions se posent effectivement sur ces négociations. Guterres arrive aujourd'hui parce que l'ONU est complètement en retrait, parce que l'ONU a été complètement décrédibilisée ces derniers temps. Comment une institution qui ne permet pas depuis des années de résoudre réellement des crises peut intervenir alors que nous sommes dans une situation de guerre? C'est assez surprenant. Justement. Et juste une dernière chose, l'autre problème quand même de l'ONU, c'est qu'elle a été largement prise en main et dominée par les États-Unis ces derniers temps, puisque les États-Unis oublient qu'ils ne font que héberger sur leur sol les institutions de l'ONU, qu'ils ne maîtrisent pas l'ONU. Or, nous voyons qu'ils gèrent la politique de délivrance des visas pour les délégations, notamment russes, empêchant le renouvellement des délégations russes, qu'ils expulsent des diplomates russes en poste à l'ONU, en violation totalement des statuts de cette institution. Et étrangement, le secrétaire général de cette institution n'a strictement rien dit. Et donc, si vous voulez prendre au sérieux cet individu qui se promène, commence à être un petit peu difficile. Il y a effectivement un très grand problème, c'est que les institutions internationales issues de la Seconde Guerre mondiale sont actuellement dépassées et ne correspondent plus au rapport géopolitique des forces en cours. Ce rapport est actuellement en train d'être complètement remis sur la table et il est donc tout à fait logique que ces personnes n'aient pas une voix importante dans les événements qui se déroulent aujourd'hui. Alors, vous avez fait allusion à cela, Madame Golovko. On sait que des groupes qui se revendiquent néo-nazis bombardent et persécutent depuis 2014, voire plus, les populations russophones. Pourquoi l'ONU n'a rien fait depuis ? Comme on vient de dire, l'ONU, le problème est que ce n'est pas une organisation indépendante, c'est une organisation qui traduit un certain rapport de force, et ce rapport de force a été ces derniers temps dans le sens des pays de l'OTAN. Donc, n'oublions pas que 2014, le Maïdan intervient après 2004, la révolution orange qui a déjà détruit une première fois le système politique ukrainien grâce à l'OSCE, et deuxième fois en 2014, puisque la simple crise politique n'a pas été suffisante, il a fallu absolument faire s'effondrer la société ukrainienne sur elle-même. Et pour cela, des groupes néo-nazis ont été formés, ont été militarisés, ont été entraînés, ont été financés. Par qui, selon vous ? Et comme nous le voyons, par les pays des membres de l'OTAN, on voit que la Grande-Bretagne aujourd'hui continue à entraîner des troupes très très spéciales, malgré le fait que soi-disant elle n'est pas partie prenante à ce conflit. L'on voit l'implication des États-Unis et les programmes de l'OTAN qui ont été développés sur place. On a vu des programmes spéciaux du Canada développés sur place. Donc il y a, si vous voulez, une prise en main de toute façon extrêmement forte de la situation militairement par les pays de l'OTAN qui ont monté ces groupes. Donc effectivement, le problème est qu'ils sont complètement intégrés et impliqués dans le conflit, mais simplement, ils se battent à distance. Pour l'instant, ils se battent, et peut-être heureusement encore, en tout cas pour l'instant, ils se battent à travers les mains des Ukrainiens. Et d'ailleurs, l'une des principales revendications de Moscou, c'est la dénazification justement de l'Ukraine. Oui, mais ça pose beaucoup de questions puisque comment va se faire la dénazification et par qui? Dès que la Russie fait un pas en arrière, et on l'a vu ça après les pourparlers de Turquie, dans ce cas-là, nous avons un retour en force des forces de l'OTAN sur place qui envoient des armes, qui forment des hommes et qui relancent le conflit. Donc, si la Russie veut réellement une dénazification, il faut qu'elle le fasse elle-même. Très bien. François-Bernard Youb, pourquoi ne pas avoir attaqué ce conflit et le prendre concrètement par les cornes, hein, on l'a dit, depuis 2014, depuis son déclenchement en fait? Alors, ça serait une très longue histoire qui nous renverrait aux accords de Minsk, hein, qui étaient censés geler ce rapport de force sur la frontière est de l'Ukraine avec les partis russophones. Et un des problèmes, c'est que ces accords n'ont pas été appliqués et respectés en 2014 et que
rappelons quand même que ça a fait quelque chose comme 14 ou 18 000 morts depuis 2014 entre indépendantistes du Donbass et forces ukrainiennes, dont les fameux bataillons Azov. Donc, c'est une situation qui s'est pourrie depuis cette période. Mhm. Et là, nous assistons à on redessine le rapport de force qui ne peut, à mon avis, se terminer que par des négociations territoriales. Et le facteur temps devient absolument déterminant dans cette affaire. D'un côté, parce que les Russes sont, ne serait-ce que pour des raisons de prestige ou des raisons symboliques, assez pressés d'aboutir dans cette offensive qui s'enlise. Et d'autre part, on voit du côté ukrainien que peut-être Zelensky joue le temps parce que le temps est en sa faveur et qu'on voit s'accumuler très vite du matériel militaire sophistiqué qui lui est livré ou simplement des chèques comme le don de 800 millions de dollars, excusez du peu, que vient d'annoncer Joe Biden il y a 2 ou 3 jours. Très bien. Et je voudrais attirer votre attention par rapport à un autre aspect de ce conflit. L'ONU est au courant, on le sait, à travers les rapports fournis par les Russes, de la découverte de sites de production d'armes biologiques en Ukraine. Ce fait est passé quasiment sous silence. Pourquoi, selon vous? Alors, il est évident que toute guerre est une guerre de la communication et il me semble non moins évident que c'est de l'information ukrainienne qui nous arrive et que, au moins en France, dans les médias français ou sur les réseaux sociaux français, mais qui sont largement contrôlés par Facebook, Google, Twitter, etc., on reçoit l'information d'un seul côté. C'est vrai que j'ai rarement vu une communication de guerre aussi efficace que celle de Zelensky d'un côté, par ses vidéos très courtes, très dramatisées, qui lui permettent de s'adresser à des chefs d'État, des parlements, des manifestants, ou de faire venir chez lui Boris Johnson ou Ursula von der Leyen. Et d'autre part, tout ce qui vient de Moscou est décrédibilisé, contextualisé, comme on dit, c'est-à-dire présenté très brièvement par les médias et soupçonné immédiatement de désinformation. Karine Bécher-Golovko, votre commentaire sur le scandale des sites de production d'armes biologiques qui est quasiment passé sous silence? Oui, ça aussi, ça constitue un crime de guerre. Et c'est absolument une violation totale des conventions internationales, notamment qui interdisent la production, le stockage, aider la facilitation et le financement de la production d'armes chimiques, d'armes biologiques et chimiques aussi. Donc ça, c'est un fait établi. Pourquoi nous n'entendons pas parler? Très justement, effectivement, il y a une partie guerre de l'information. Maintenant, il me semble qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans le piège qui consisterait à tout réduire à une guerre de l'information, parce que la démonisation de l'ennemi est quelque chose de classique qui a toujours existé dans tous les conflits. On se souviendra comment les nazis de ce côté-là démoniser les Russes, enfin les Soviétiques, et inversement, c'est absolument logique. Simplement, et si l'on en revient toujours à la fin sur la question de savoir qui aura le dernier mot et comment se passeront les négociations, la question va être très simple. Beaucoup va dépendre de savoir finalement quel territoire, très concrètement, la Russie va reprendre sur le territoire ukrainien. Et à partir de là, si elle gagne, elle maîtrisera la communication derrière. Si elle perd, de toute façon, c'est la question d'existence de la Russie, peut-être même dans ses frontières actuelles qui va exister, mais en tout cas, ce sera l'avènement d'une globalisation absolument faramineuse pour quelques décennies à venir, ce qui ne sera pas forcément une très bonne chose pour l'Europe non plus d'ailleurs. Donc il ne faut pas tout réduire à la communication. La communication, le pouvoir de la communication dépend aussi de la question de l'occupation des territoires. C'est un aspect de la guerre tout de même.
C'est un aspect, Ouais. mais c'est un aspect qui est extrêmement lié à la question de l'occupation du territoire. Si la communication actuellement américaine est à ce point dominante, c'est parce que, d'une certaine manière, ils occupent aussi l'Europe. N'oublions pas ça, l'occupation, elle est idéologique, mais il y a quand même plus de 100 000 militaires américains actuellement sur le front est de la Russie, en Europe, Mhm. plus une 40 000 à peu près venant de différents pays de l'OTAN. C'est quand même un contingent important. Il y a une maîtrise, comme cela a été dit, de tous les réseaux sociaux. L'on n'entend pas parler de ces laboratoires pour la simple et bonne raison que toutes les publications qui en parlent sont simplement effacées. Très bien. Donc, Oui. il faut aussi revenir à la réalité. Une guerre, ça se gagne d'abord sur le terrain. Et ça, il ne faut pas oublier que ce qui se passe actuellement, c'est une guerre, même si ça n'est pas bien vu d'en parler aujourd'hui, parce que dans notre monde postmoderne, tout doit être léger, tout doit se discuter, tout doit se négocier. Les conflits, soi-disant, n'existent pas. Moscou préfère parler d'une opération militaire spéciale. Tout à fait, et il Ouais. s'enferme justement dans cette communication qui est d'ailleurs passablement rejetée par la population à l'intérieur. Et j'ai vu certaines remarques que j'avais Mm. beaucoup aimées qui posaient la question de savoir si, dans ce cas-là, l'on pouvait appeler, par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad une opération militaire très spéciale. Mm. Mm. Madame Golovko, ce périple du secrétaire général de l'ONU est peut-être un symbole. Peut-on s'attendre à un rôle plus soutenu, plus direct de l'ONU dans la résolution des conflits à venir? Non, la question qui se pose plutôt, est-ce que l'ONU va survivre à cette crise ou pas? Pensez-vous? Parce que, comme nous l'avons vu, il a été absolument impossible, il est impossible pour l'ONU de Mhm. garantir la présence des délégations qui ne sont pas confortables pour les États-Unis. Donc déjà, c'est un dysfonctionnement. Dire que si l'ONU ne peut déjà pas garantir le fonctionnement normal de ses propres institutions, comment peut-il garantir la résolution d'une crise à l'extérieur? Il faudrait déjà se poser la question des rapports de force à l'intérieur, puisque cette surdomination actuellement des États-Unis joue un rôle extrêmement destructeur pour l'ONU en tant que telle, qui devient une sorte d'institution atlantiste et qui n'est plus une institution internationale. Mhm. Et ça, c'est un signe d'affaiblissement très sérieusement de cette institution. C'est en fait la question de la redéfinition des rapports géopolitiques internationaux et donc juridiques aussi internationaux qui va découler de ce conflit. Oui. François Bernard Hughes, intéressons-nous, si vous le permettez, au rôle que pourrait jouer la Turquie dans ce conflit. Ce pays est membre de l'OTAN et se propose médiateur. L'OTAN est pourtant la pierre d'achoppement, là d'où est partie l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. On le sait, par cette offensive, Moscou voulait couper court aux volontés de Kiev d'adhérer éventuellement à l'alliance transatlantique. N'y a-t-il pas conflit d'intérêts de la part d'Ankara dans ce dossier? Oui, mais la Turquie peut se trouver dans des positions de tension avec des membres de l'OTAN, on l'a vu avec la Grèce, et c'est un pays qui a pour dire le moins, une grande autonomie dans sa politique étrangère. De Mhm. toute façon, il me semble que, comme le disait votre interlocutrice, la guerre, c'est quand même d'abord une question territoriale, où sont vos tanks et où est la ligne de front. On n'en arrivera forcément à une négociation, sauf à fantasmer que les tanks russes filent jusqu'à la Roumanie ou que les Ukrainiens débarquent à Moscou, qui sont deux hypothèses complètement fantasmées. Donc on négociera un jour, on négociera sur la base d'une ligne à l'est du côté du Donbass et d'une ligne au sud, et il faudra bien qu'il y ait une puissance qui se pose comme intermédiaire. Mhm. Ça pourrait être la Turquie. Il y a peu de vraisemblance pour que ce soit le secrétaire général des Nations Unies, mais d'une façon ou d'une autre, il faudra un intermédiaire, sauf à imaginer que cette guerre s'enlise pendant des mois en provoquant des pertes effroyables
et des conséquences induites pour toutes sortes de pays, dont par exemple, je sais pas, les conséquences économiques et les famines pour l'Afrique du fait des sanctions économiques. Oui. Oui. Si je veux dire, il n'y a pas d'autre solution que de trouver un intermédiaire qui fera le va-et-vient entre Zelensky et Poutine. Karine Béché-Golovko, quelles sont les chances alors de voir cette médiation turque aboutir à une solution? Je suis tout à fait d'accord. Le problème est que, bon, si d'un côté, effectivement, la Turquie fait preuve d'une grande indépendance, enfin d'une indépendance relative en tout cas, dans le cadre de l'OTAN, et ça c'est un fait indéniable, le problème est qu'elle est particulièrement impliquée dans ce conflit puisqu'elle fournit l'Ukraine en drones de guerre. Donc, le problème, c'est de trouver un interlocuteur qui soit un interlocuteur qui ne soit pas impliqué d'un côté ou de l'autre, parce que dans ce cas-là, il sera rejeté par l'une des deux parties. Et en l'occurrence, ici, on se trouve face à un membre de l'OTAN. Voilà, on se trouve un membre de l'OTAN et en plus un membre de l'OTAN qui fournit l'une des parties en armes. Donc, il y a un énorme conflit d'intérêts ici et l'on a vu que les négociations qui sont déroulées à Ankara la dernière fois ont été une erreur stratégique pour la Russie, qui quand même le paye assez cher actuellement. Donc, puisque ça a découvert des parties et a rendu son territoire beaucoup plus accessible pour les tirs venant de l'armée ukrainienne. Donc, si vous voulez, des questions quand même très sérieusement se posent. Effectivement, à un moment donné, il faudra une négociation. Évidemment, les tanks russes ne vont pas aller en Europe. Évidemment, il y a quand même assez peu de chances pour que l'armée ukrainienne arrive à Moscou. Mais la question va se jouer plutôt sur savoir jusqu'à quel point la Russie va reprendre du territoire en Ukraine. Et la question est beaucoup plus du courage politique que des capacités militaires, en l'occurrence, du côté russe. Et la question va aussi dépendre de savoir jusqu'à quel point les forces atlantistes et globalistes sont prêtes à utiliser l'Europe comme champ de bataille et jusqu'où ils sont prêts à aller. Parce que quand même, rappelons que l'intérêt des États-Unis, du Canada, qui sont directement impliqués dans ce conflit par l'aide directe qu'ils apportent à l'Ukraine, c'est qu'ils se trouvent extrêmement loin. Les pays européens, eux, sont extrêmement proches. C'est eux qui paieront la facture, ce ne sont pas les États-Unis. François Bernard-Youg, juste après l'annonce des étapes du périple de Guterres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une décision illogique de la part du secrétaire général de l'ONU de se rendre d'abord à Moscou puis à Kiev. Ce détail est-il si important dans ce contexte militaire? D'un point de vue symbolique, certainement. Mais il me semble que Zelensky, d'abord, a eu des positions très changeantes sur la neutralisation de l'Ukraine, sur la possibilité de négocier une situation territoriale. Mais une des forces de Zelensky, c'est en quelque sorte le magistère moral qu'il a acquis en Occident. Et, je veux dire, on le voit tout le temps sur nos télévisions. Tout le monde se précipite à Kiev. Et donc, il essaie, dans le cadre de cette négociation, d'avoir c'est comme au poker, hein, il faut avoir la position la plus forte possible, éventuellement le bluff le plus convaincant possible. Et il faut, dans cette affaire, culpabiliser son adversaire. On le voit, par exemple, dans la façon dont il se livre à une bataille des mots pour faire adopter le mot génocide et, pardon pour la trivialité de l'expression, il engueule notre président Emmanuel Macron parce qu'il ne veut pas parler de génocide en Ukraine. Donc on voit, il y a une bataille de l'opinion publique internationale où Zelensky est en position de force et il essaie d'avancer ses atouts au maximum. Et il finira par négocier. Oui. Karine Béché-Golovko, à la veille de l'entame de cette tournée régionale d'Antonio Guterres, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin ont rencontré à Kiev le président ukrainien. Une visite à l'issue de laquelle Washington a annoncé une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine et le retour des diplomates américains dans le pays. Quel est, selon vous, le véritable objet de cette visite, si ce n'est d'attiser encore les tensions ?
Il rappelle ainsi quand même l'aide et le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine, puisque beaucoup de questions s'est posées pourquoi Biden ne se déplace pas quand nous avons vu les tournées européennes s'enchaîner les unes derrière les autres. Donc, en quelque sorte, la page a été tournée. Et ce qui a été aussi d'une certaine manière une claque diplomatique pour l'Union européenne, puisque ce ne sont pas, entre guillemets, les dirigeants des États-Unis, le dirigeant des États-Unis qui s'est déplacé, mais au niveau des ministres. Donc, au niveau diplomatique, cela rabaisse quand même le niveau et des dirigeants européens qui ont fait le déplacement et des dirigeants des pays nationaux européens. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ils sont venus apporter et en quelque sorte justement briefer, puisque ce sont eux qui sont derrière ce conflit, c'est leur guerre. La guerre n'est pas faite contre l'Ukraine, la guerre est faite contre ce système atlantiste. Et c'est ce système atlantiste qui se bat, lui, par l'Ukraine. L'Ukraine est malheureusement devenue un champ de bataille parce qu'elle a perdu sa souveraineté et c'est toujours le risque lorsque l'on devient un protectorat, l'on ne maîtrise pas ni le champ politique ni le champ juridique à l'intérieur de son pays et à un moment donné, en quelque sorte, il faut payer la facture. L'Ukraine a été financée et gonflée de l'extérieur depuis 8 ans. Maintenant, le coût qu'elle va payer et qu'elle paye est extrêmement élevé et c'est une catastrophe pour la population ukrainienne. Ça. Ouais. François Bernard Hughes, dernière question. Donc, on l'a dit, les Américains veulent armer plus lourdement l'Ukraine. Peut-on concevoir une paix dans cette conjoncture ? C'est une sorte de course de vitesse. Effectivement, les États-Unis accordent une aide supplémentaire de 800 millions de dollars, mais récemment, c'était Boris Johnson qui promettait des tanks et la France qui va livrer des canons César et des missiles Milan. Donc, on voit qu'il y a une ruée de l'Occident pour fournir en armes l'armée ukrainienne qui a une résistance, une résilience supérieure à ce qu'on pensait, qui reçoit ses armes très vite. Enfin, ça semble être un système relativement efficace. On est toujours dans la même situation. Tout le monde sait bien que ça se terminera par une négociation un jour, mais le problème est d'être soi-même ou d'amener son protégé dans la position de force maximale et dans les conquêtes territoriales les plus avancées pour la date de cette négociation. C'est un mécanisme un petit peu absurde, semble-t-il, mais d'un autre côté, il répond à une définition tout à fait classique de la guerre qui consiste à user les forces de l'autre avec de grandes dépenses de sang jusqu'à ce que sa volonté politique cède. Et cette phrase n'est pas de moi, elle est de Clausewitz, et ça date du 19e siècle, vous voyez. Alors, François Bernard Hughes, cette émission touche malheureusement à sa fin. Karine Bécher-Golovko, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public et professeur à l'Université d'État de Moscou. Merci. Merci à vous. François Bernard Hughes, merci également à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur et de recherche à l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, donc cette édition spéciale, c'est fini pour aujourd'hui. Restez sur Al24 News. Vous retrouverez à 18h Nouhad Belkhadem pour le journal en français.